Du ver marin géant qui coupe en deux ses victimes et ravage les aquariums, aux larves de fourmillons qui creusent des fossés dans le sable pour piéger ses proies et les dévorer ensuite, voici les animaux dont les capacités vont vous choquer. Deinopidae, c'est le nom de cette famille d'araignées surnommée l'araignée à face d'ogre ou l'araignée gladiateur. Elle possède une technique de chasse originale et elle est crainte de tous les insectes. Si ce prédateur redoutable veut se nourrir, il utilise des ressources qui vont vous surprendre et que ne possèdent pas les autres araignées. En effet, généralement, les araignées sont connues pour tisser des toiles de formes et de textures variées où viennent s'empêtrer les proies. En remuant, celles-ci produisent alors des vibrations dans le tissu qui alertent l'araignée de la capture. L'araignée gladiateur, en revanche, est un peu plus entreprenante la nuit venue. En plein jour, elle reste au repos, camouflée sur les écorces d'arbres. Sa vision nocturne lui permet d'être active la nuit. Pour piéger sa proie, cette araignée de couleur grise et au corps élancé tisse entre ses pattes une toile rectangulaire qui aura la même utilité qu'un filet de pêche. Quand un insecte passe à proximité, l'araignée gladiateur déploie sa toile et la jette sur l'insecte avec une vélocité qui ne lui laisse aucune chance de s'échapper. Après quoi, l'araignée à face d'ogre resserre la toile afin d'étouffer et d'immobiliser parfaitement sa proie. C'est cette technique de prédation qui est à l'origine du surnom de l'araignée gladiateur. En effet, il existait un type de gladiateur romain appelé retiaire. C'étaient des combattants sans protection armés d'un trident, d'un poignard et d'un filet. Ils étaient agiles, plus doués pour l'esquive que pour l'attaque, et leur filet, selon qu'il était jeté sur l'adversaire ou sur ses armes, servait à l'entraver ou à le désarmer. L'araignée gladiateur, malgré son surnom imposant, ne mesure tout au plus qu'une vingtaine de millimètres, ce qui fait d'elle la proie facile des scorpions et des solifuges. Ces lanceuses de filets vivent principalement en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie, et elles sont, vous vous en doutez bien, sans danger pour l'homme. Les larves de fourmillons peuvent sembler tout à fait inoffensives, mais c'est bien loin d'être le cas. En vérité, elles sont des prédatrices impitoyables et astucieuses, comme vous allez le voir. Aimant à vivre dans la terre meuble, ces petits insectes sont très discrets et s'abritent généralement sous des couches de sable dans des lieux peu végétalisés. Lorsque les larves de fourmillons veulent chasser, elles adoptent une technique originale et qui a passionné les scientifiques tant par sa rareté que par la manière d'exécution. Une fois que la larve de fourmillon trouve un endroit du sol qu'elle peut travailler et qui est fréquemment visité par des proies, elle se met à l'action. L'insecte procède alors au déblaiement du sol grâce à son abdomen et par des mouvements en spirale, elle creuse petit à petit un entonnoir. Ce qui suscite la curiosité, c'est que la larve de fourmillon effectue ses actions en reculant, généralement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'excédent de terre est jeté à l'extérieur du trou. Une fois le creusement du gouffre terminé, la larve de fourmillon s'y enfuit partiellement et elle n'a plus qu'à attendre que la proie s'aventure dans les parois glissantes du piège. Au besoin, si une fourmi traverse l'entonnoir, la larve la catapulte de jets de sable afin de l'étourdir et mieux l'emprisonner. Ce n'est pas tout. Une fois que la proie atteint le fond du trou, la redoutable larve l'empoigne à l'aide de ses pinces et lui injecte des enzymes qui la dissolvent de l'intérieur, de sorte que la prédatrice n'a plus qu'à aspirer l'ensemble. Il faut savoir que l'efficacité de ces entonnoirs ainsi que la voracité des larves de fourmillons ont éveillé des idées saugrenues chez bien des gens qui considéraient que ces petites bestioles pouvaient protéger les jardins, les maisons et les vergers et lutter contre l'invasion des fourmis. Mais il y a peu de chances que la larve de fourmillon soit jamais l'auxiliaire de l'homme. Elle préfère vivre tranquillement et à l'écart sous des rochers ensoleillés, attendant patiemment son repas au fond de son piège mortel. Nous allons vous parler maintenant d'un mode de prédation exceptionnel et qui a fait l'objet de nombreuses études. Cette technique de chasse extrêmement rare se trouve chez les coléoptères Epomis, à qui l'évolution naturelle a fait un beau cadeau. Il faut savoir tout d'abord que les coléoptères, parmi lesquels on compte les scarabées, les coccinelles, les charançons et les carabes et autres espèces, sont naturellement la proie des salamandres, des grenouilles et des lézards, qui sont des amphibiens. Bref, les amphibiens se nourrissent des coléoptères, ainsi est fait l'écosystème. Par conséquent, pour se nourrir, les coléoptères Epomis devraient en toute logique éviter les amphibiens et s'attaquer plutôt aux vers de terre et aux escargots par exemple. Mais ce coléoptère en particulier a reçu de la nature beaucoup de témérité et d'astuce. Lorsqu'il veut faire un gros repas, ce coléoptère ne se dirige pas vers les araignées et les petits insectes. Au contraire, il va s'aventurer dans les territoires hostiles et ce qu'il doit craindre est pour lui une aubaine. Quand il croise un prédateur naturel qui l'aura attiré exprès grâce à une danse hypnotique, il fait alors semblant d'être sans défense, en attendant que le prédateur, crapaud, grenouille ou autre amphibien, livre l'assaut. Mais la provocation du coléoptère est calculée. Lorsque l'amphibien attaque sa prétendue proie, celle-ci l'esquive dans la majeure partie des cas. Après quoi, le coléoptère s'agrippe à l'amphibien désemparé et lui injecte des enzymes qui liquéfient ses entrailles. Puis il déguste sa victime, qui était loin d'imaginer un tel dénouement. Bien sûr, ces coups de bluff échouent parfois, et l'amphibien plus grand, plus fort, finit par avoir raison de ses vaillants coléoptères. Les scientifiques, fascinés par cette inversion des rôles du prédateur et de la proie, ont cherché à connaître les causes de ce phénomène si anormal. Leur hypothèse est que les Epomis ont adopté cette tactique d'évasion agressive pour mettre fin à la prédation des amphibiens. Cette tactique ayant trop bien réussi, les coléoptères Epomis sont devenus les prédateurs attitrés des amphibiens. Tant mieux pour eux.
Longs d'une petite vingtaine de millimètres, ces coléoptères jouent sur leur aspect chétif pour attirer leurs victimes qui ne soupçonnent pas la ruse des épomisses. Pour bien vous représenter l'espèce animale dont on va parler maintenant, il faut nous rendre à Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre, et plus précisément dans le Blue Reef Aquarium, où sont exposées des créatures marines qu'on a rarement l'occasion de voir. Les responsables de l'attraction voyaient avec plaisir le succès de l'attraction. Et bien sûr, ils ne demandaient rien de mieux que l'affluence de nombreux gens curieux de voir de près les récifs coralliens, les requins tropicaux, les hippocampes et les homards et autres créatures marines. Tout allait bien jusqu'à l'époque où une série de faits étranges se produisit en 2010. Les responsables de l'attraction s'étaient peu à peu aperçus qu'un grand nombre de poissons avaient mystérieusement disparu. L'un des responsables, Matt Slater, a affirmé que certains poissons étaient retrouvés blessés ou coupés en deux, toujours à proximité des récifs coralliens. Cette situation dura longtemps. Un prédateur caché décimait la population marine, sans qu'on puisse ni l'arrêter, ni l'identifier. Ce monstre invisible contournait les pièges, et si l'on devait éviter que tous les poissons rares disparaissent tout à fait, il fallait prendre des mesures radicales. Ces mesures furent donc prises. Il fallait capturer le prédateur, quitte à démonter l'aquarium. Finalement, cette solution se révéla payante et les responsables ont pu mettre la main sur la terrible créature en l'attirant grâce à des appâts. La créature en question était un ver polychète géant couvert de poils et il est aussi hideux qu'agressif. Sa technique de chasse consiste à s'enfouir dans le gravier ou le corail au fond de la mer et d'attendre patiemment qu'un poisson passe devant lui. Après quoi, il jaillit avec une puissance et une rapidité qui ne laissent aucune chance à la proie, laquelle est parfois tranchée en deux tant l'attaque est violente. S'ils furent soulagés d'avoir mis la main sur cette bestiole qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres, voire 3, et qui ravageait l'aquarium, en revanche, pour s'emparer de ce ver, ils devaient être excessivement vigilants. Car ce prédateur est couvert de soie urticante qui provoque des engourdissements si on les touche. Mais les responsables ont pris leurs précautions. Tout est finalement rentré dans l'ordre et le dangereux animal a été placé dans un autre aquarium. Rochelle Buffenstein est une chercheuse émérite aux États-Unis et elle se consacre à la biologie du cancer et au vieillissement, entre autres sujets d'études. Parmi les cas d'études qui la passionnent particulièrement se trouvent les marsupiaux, les chauves-souris et certains rongeurs, les rats top nus qui nous intéressent ici. Les rats top nus, comme vous l'avez remarqué, possèdent une apparence peu attrayante. Ils ont une coloration rosée et les muscles de leur mâchoire sont très développés. Ils sont peut-être les mammifères les plus repoussants du monde, mais ils ont des capacités dont les scientifiques rêvent de percer le mystère. Rochelle Buffenstein fait partie de ce nombre. On comprend sa fascination. Si les rats top nus peuvent se passer d'oxygène pendant plus d'un quart d'heure, ils sont aussi connus pour leur santé robuste et leur longévité incroyable. Notre scientifique sait pertinemment que l'espérance de vie d'un rat top nu est très grande, mais n'ayant jamais pu vérifier ce fait par des données exactes, elle décida de mener des expériences avec l'aide de ses assistants. Et les résultats furent époustouflants, et nous allons vous dire pourquoi. Mais d'abord, parlons de la loi du mathématicien Gompertz, mise au point au XIXe siècle. C'est une équation qui sert à mesurer les chances de mourir en vieillissant chez les mammifères. Pour l'homme passé les 30 ans, la probabilité de mourir de vieillesse double tous les 8 ans. Pour le rat top nu, en revanche, il a seulement une chance sur 10 000 de mourir de vieillesse après la maturité. Ces rongeurs n'ont jamais de cancer, vivent 10 fois plus longtemps que les souris et semblent ne pas connaître le déclin physique. Rochelle Buffenstein n'est pas tout à fait surprise de ces découvertes, mais elle est très joyeuse de pouvoir enfin obtenir des données précises sur cette miraculeuse créature. En plus, comme les rats top nus vivent principalement dans les galeries souterraines, ils ne craignent aucun prédateur, mis à part peut-être les serpents. Le plus grand danger qui les guette, c'est simplement le froid. Dans les périodes de froid, les rats top, incapables de produire individuellement de la chaleur pour réguler leur température, se rassemblent en blocs compacts pour se donner un peu chaud. Entre-temps, le rat top nu continue d'attirer les chercheurs tels que Rochelle Buffenstein, qui n'hésitent pas à dire que ces animaux merveilleux confondent ce que les scientifiques pensent savoir sur la progression des maladies et pourquoi les êtres vivants vieillissent. Revenons il y a quelques années maintenant. Sur le sable d'une plage japonaise se reposait tranquillement un assez gros escargot de mer appelé lambi, ou strombe géant, lorsqu'il attira l'attention de promeneurs qui passaient là par hasard. Ces flâneurs furent très curieux de l'apparence de ce gastéropode et ils s'en amusèrent. Ce qui les réjouissait, ce n'était pas la forme particulière de la coquille, mais plutôt les 2 yeux minuscules, exorbités et fixement ouverts à l'intérieur et qu'on ne discerne que si on est très attentif. Ces 2 yeux ronds font penser à Gary, le compagnon de Bob l'éponge, et donnent l'impression que l'escargot est extrêmement timide et ne veut pas se montrer, tout en gardant un œil sur ses promeneurs qui peuvent être une menace. Ceux-ci admirent le petit être caché pendant quelques secondes en le filmant. Ces images ont ensuite été publiées, et cet escargot timide a conquis énormément la toile, bien malgré lui. Cependant, comme dans la plupart des situations où un animal a l'air mignon, en réalité, il est en proie au stress. Il faut savoir qu'en effet, que l'escargot a une vision très faible. Ses 2 yeux à l'extrémité de ses tentacules ne perçoivent ni les couleurs ni les contours. Tout lui paraît flou et imprécis. En revanche, il est sensible aux changements d'intensité lumineuse et peut reconnaître l'orientation des sources de lumière, un peu comme certains non-voyants. Cet escargot, aux yeux écarquillés, était vraisemblablement terrifié en voyant devant lui des silhouettes gigantesques, sombres et informes, agiter son petit abri.
C'est la fin de cette vidéo où vous avez pu découvrir des capacités et caractéristiques animales étonnantes. Parmi tous ces animaux aux dons rares, lequel vous a le plus intéressé? Le rataupe nuit immortel? Le ver marin géant qui coupe en deux ses victimes? Un autre? Répondez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.